venue ce soir à cette conférence. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Fernand Peloux à l'occasion de la publication de synthèse que vous voyez ici et que vous pourrez, je crois, acheter à la fin de la conférence. Quelques mots peut-être pour présenter notre invité ce soir. Donc Fernand Peloux est agrégé d'histoire et docteur en histoire médiévale de l'Université de Toulouse 2. Et vous avez depuis poursuivi une carrière universitaire qui vous a mené jusqu'au CNRS, où vous êtes depuis 2020, je crois. Donc chargé de recherche au sein du laboratoire, alors là, FRAMESPA, je ne sais pas comment on prononce, mais France, Amérique, Espagne, Société, Pouvoir, Acteurs. Voilà. Et donc vous avez soutenu en 2016 une thèse qui est intitulée « Les premiers évêques du Languedoc, construction et déconstruction d'une mémoire hagiographique au Moyen-Âge ». Donc c'est ce qui nous réunit ce soir, car cette thèse vient d'être publiée aux éditions Drose à Genève. Alors peut-être qu'on peut préciser qu'effectivement il y a un petit souci en ce moment de distribution de cet ouvrage, puisque le diffuseur français a fait faillite. Néanmoins, on peut quand même l'acquérir directement auprès de l'éditeur. Et surtout là je l'ai fait, parce que oui. Si jamais il y en a qui s'intéressent, je les vends à prix auteur, enfin je ne gagne rien dessus, par contre ça vous fait une ristourne assez importante. Je donne l'info au cas où. Et donc voilà, à l'occasion de cette publication, vous avez bien voulu répondre à notre invitation donc pour présenter ce travail sur les premiers évêques du Languedoc, plus particulièrement ce soir les premiers évêques du Gévaudan et notamment Saint-Privat, sur lequel vous aviez déjà travaillé pour votre mémoire de master qui est aux archives départementales. Voilà. Alors bien sûr, votre bibliographie ne s'arrête pas là. On a sorti quelques ouvrages que vous pourrez consulter à la fin. C'est loin d'être exhaustif puisqu'on n'a pas acquis tout ce que vous avez publié, mais il y a des contributions récentes. Alors il y a notamment des publications, notamment au CERF, dans la revue de la Société des Lettres, ou des ouvrages collectifs que nous on a pu acquérir, dans lesquels vous avez contribué. Voilà, donc vous pourrez découvrir ça à la fin de la conférence. On peut noter notamment, on en discutait tout à l'heure, une contribution appelée Entre diocèse et seigneurie ecclésiastique, remarque sur l'espace épiscopal en Gévaudan, qui est sorti l'an dernier. Voilà, dans un ouvrage intitulé Espace ecclésiastique et seigneurie laïque du 9e au 13e siècle. Voilà. On proposera aussi un temps d'échange avec la salle à la fin de la conférence si vous souhaitez poser des questions. Et puis on vous présentera également quelques documents originaux sortis des fonds des archives et qui sont en lien avec la conférence de ce soir. Alors il faut mettre voilà. Et dont il sera largement question dans la conférence. Donc des manuscrits que vous pourrez découvrir et qui seront présentés. Je vous rappelle juste aussi que nos conférences sont filmées, que si vous connaissez des gens qui n'ont pas pu venir ce soir et qui sont intéressés, vous la retrouverez en ligne bientôt en fait sur la chaîne YouTube du département. Voilà. Bien, donc je vais céder la parole à Fernand Peloux et je vous souhaite une bonne conférence. Merci pour l'accueil. Donc ce que je vais faire ce soir, c'est vous présenter ce livre. Je vais procéder de la manière suivante. D'abord une présentation de l'ensemble de ce qu'il contient et surtout de la démarche qui a été la mienne. Puis dans un second temps, je m'attarderai plus précisément, donc, puisqu'on est à Mende, sur le dossier de Saint-Privat, pour faire ressortir ses spécificités, parce que, évidemment, mais c'est une banalité de le dire, l'histoire de la Lozère, l'histoire du Gévaudan, ne peut pas être détachée de l'histoire générale, et c'est aussi dans la comparaison avec ce qui s'est passé ailleurs, et ce qui a existé ailleurs, qu'on peut mieux essayer de comprendre l'histoire de la Lozère. Puisqu'on est ici à Mende, je vous avouerai aussi que le choix de ce sujet, d'étudier dans la longue durée du Moyen-Âge, pendant 1000 ans du Moyen-Âge, la mémoire qui a été entretenue à propos des premiers évêques, s'inscrit dans un parcours de recherche qui a commencé en partie ici, à Mende, il y a environ 15 ans. Et c'est à l'origine l'archéologie médiévale qui m'a conduit vers cette littérature qu'on appelle la littérature hagiographique, c'est-à-dire donc les légendes,
et les vies, toute la littérature qui a été consacrée aux saints. En fait, assez tôt, hein, j'ai fréquenté des chantiers de fouilles dans la région, où j'ai des attaches familiales, sur le site de Javol, que vous connaissez bien, j'imagine, la capitale antique déclassée pendant le Haut Moyen-Âge, puis à La Malaine, d'abord sur un habitat rural aux Auzerals, mais surtout ensuite sur l'impressionnant site élitaire qui se trouve au-dessus du village. Et sur tous ces chantiers, je me suis rendu compte de l'importance des découvertes qui restaient à faire pour une période, le Haut Moyen-Âge, donc juste après l'Antiquité, qui a laissé moins de traces que d'autres. Et donc parallèlement à ces étés consacrés à l'archéologie, j'ai commencé à fréquenter les archives départementales et je me suis inscrit à Toulouse donc pour faire un master 1, comme on dit, qui avait pour but d'inventorier toutes les sources écrites qui peuvent documenter les 5 siècles du Haut Moyen-Âge, entre le 5e et le 10e siècle. Et au cours de ce premier travail, je suis fatalement tombé donc, sur toutes ces vies et miracles de saints, qu'on appelle donc les sources hagiographiques, hein, vie et miracle d'Ennemie, passion et miracle de Saint Privat, vie de Saint Hilaire, etc. Et immédiatement, leur richesse et les relations qu'entretenaient tous ces textes entre eux posaient des problèmes méthodologiques qui m'ont beaucoup intéressé. Et donc c'est pour ça que je me suis penché en Master 2 sur le livre de Saint Privat qui a été amené ici, dont je reparlerai, hein, qui est un manuscrit composite qui transmet dans des copies du XIVe siècle la grande majorité des textes hagiographiques qui ont été produits dans l'ancien diocèse de Mende. Et en m'intéressant à ce document, je me suis rendu compte que l'histoire des origines chrétiennes avait été un enjeu fondamental tout au long du Moyen-Âge. C'est une question qui avait beaucoup intéressé les différents pouvoirs. Et donc j'ai décidé de m'inscrire en thèse pour explorer le lien entre mémoire, hagiographie et pouvoir, en partant des traces matérielles de ces relations, que sont justement les manuscrits hagiographiques, le tout dans une longue durée, les 1000 ans du Moyen-Âge, qui m'était apparu comme une nécessité pour vraiment essayer de voir comment, en 1000 ans, les légendes sont réinvesties, réutilisées, copiées, quand est-ce qu'elles intéressent, quand est-ce qu'elles intéressent moins, etc. Donc voilà la zone de recherche que j'ai définie. J'ai toujours essayé de concevoir ma recherche avec le double objectif de faire avancer d'une part l'histoire médiévale du Languedoc, ou de l'Occitanie, comme on veut, hein, qui reste, pour le Haut Moyen-Âge, encore en grande partie à écrire. Et d'autre part, je voulais essayer de contribuer à mieux comprendre l'hagiographie, hein, c'est-à-dire donc, cette littérature qui a été, pendant tout le Moyen-Âge, partout en Europe, le type de littérature le plus abondamment produit, copié et lu. Hein. Donc c'est vraiment pas des textes isolés, hein, c'est vraiment une littérature qui a inondé tout l'Occident. Au départ de ce travail, il y avait aussi la volonté donc, de remonter systématiquement, j'ai dit, aux manuscrits hagiographiques, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'éditions de textes parfois anciennes. Je donne un exemple qui est développé, hein, mais pour le premier saint de Narbonne, Paul de Narbonne, tout ce qui a été écrit sur lui par les historiens s'appuie en fait sur un texte qui a été édité au XVIIe siècle. Et quand on regarde les manuscrits qui existent de ce texte, et bien en fait, aucun ne ressemble à celui qui a été édité au XVIIe siècle. Et en fait, on a commenté un texte qui a été édité au XVIIe siècle à partir d'une réécriture tardive du XIVe siècle, alors qu'on a 5 ou 6 manuscrits antérieurs à l'an 1000 qui donnent une version totalement différente. Donc il y a eu vraiment la volonté de revenir systématiquement aux sources. Et pour le Gévaudan, c'est aussi, j'y reviendrai. Notamment parce qu'en fait, ces manuscrits les plus anciens, qui sont souvent conservés assez loin, dans de grandes bibliothèques, maintenant ils sont tous numérisés, ou presque, et donc évidemment on a une facilité d'accès à cette matière-là que n'avaient pas les érudits qui se sont intéressés à cela avant nous. Et donc en annexe, vous trouverez la réédition et la traduction des textes les plus anciens du Languedoc, hein, donc la vie de Paul de Narbonne, la vie d'Hilaire de Gévaudan, la passion de Privat de Mende et 2 vies de saints évêques de Rodez qui sont Dalmas et Amance. Alors je les ai traduits, je l'ai dit, mais je ne vous cache pas qu'il y a des passages qui sont parfois difficiles, hein. C'est des textes qui ont été écrits pour certains dans l'Antiquité tardive, à une époque où le latin est en cours de transformation, mais bon, il faut bien se lancer, et une traduction c'est un moyen de dire ce qu'on a compris. Quand on traduit un texte en entier, on est obligé de le comprendre en entier, hein. Souvent les historiens
prennent quelques passages qui les intéressent pour telle ou telle question, puis en fait il y a des pans entiers qui sont incompréhensibles, donc vraiment l'idée était de prendre cette matière de manière globale et dans son ensemble. Après l'étude de chacun des dossiers, il est apparu deux éléments structurants dans la longue durée de la production hagiographique. Son rapport à l'espace d'un côté et à ce qu'on peut appeler l'histoire sainte de l'autre. Alors je m'explique. Les textes hagiographiques que j'ai étudiés, donc depuis le très haut Moyen-Âge jusqu'au XIVe siècle, s'articulent toujours autour de lieux, généralement des sanctuaires, et ces lieux permettent de matérialiser concrètement la mémoire des origines chrétiennes. Ils fonctionnent comme des preuves du passé dans le présent. À Mende, vous avez la grotte de Saint-Privat, bon, ben, elle est là, c'est un lieu, c'est important. Le fait qu'il soit là, c'est une preuve que cette histoire est vraie. Et souvent, ces lieux sont d'ailleurs la clé de compréhension des textes et aussi de leur datation. J'y reviendrai. Et de ce point de vue, je dois vraiment souligner l'importance des travaux de Maurice Halbwachs, que vous avez là, qui est un des fondateurs de la sociologie, qui a notamment écrit un livre en 1914 qui a été réédité récemment, La topographie légendaire des évangiles en Terre Sainte, où il avait montré comment les lieux cités dans les récits bibliques avaient été sans cesse réinvestis par toutes les sociétés qui sont passées après, et comment autour de ces lieux se forgeaient des légendes et se cristallisaient des légendes. Et souvent ces analyses m'ont beaucoup servi à moi caractériser ce que je pouvais voir dans les territoires de l'Occident. Parce que la mémoire chrétienne est donc indissociable de la topographie, et une topographie qui est une topographie sacrée. Et c'est là le second élément qui structure cette littérature. La littérature hagiographique, elle a pour fonction, me semble-t-il, de prolonger l'histoire chrétienne dans des contrées qui n'étaient pas son terrain habituel. Pour le dire autrement, la Bible, Jésus, toute l'histoire vraiment originelle du christianisme, ce sont des choses qui sont passées très loin d'ici, nos territoires occidentaux. Et une des fonctions de la littérature hagiographique, c'est de montrer que cette histoire-là, elle est réelle, et elle s'est aussi passée ici, puisque chaque saint imite le Christ, et chaque martyr est une passion à l'image de celle du Christ, et donc c'est comme ça que partout en Occident, cette littérature s'est développée pour montrer que cette histoire-là avait essaimé partout. Voilà. Et donc l'hagiographie est une continuation des évangiles. Alors c'est pas du tout une idée neuve de ma part, il y a de grands savants qui l'ont montré avant. Je vous ai mis quelques exemples. Mark van Uitfang avait écrit un livre passionnant sur la question, et Alain Bourreau, plus récemment, a écrit un livre qui s'appelle L'événement sans fin, récit et christianisme au Moyen-Âge, où il montre que justement c'est un événement sans fin, et que tous les saints répètent à l'envi le sacrifice du Christ. Bon, voilà pour les grandes conclusions, si vous voulez, de ce travail. Après, j'ai restitué les choses en 6 chapitres chronologiques, en partant d'abord des textes les mieux datés, donc les premiers textes qui ont été écrits, dont on connaît l'auteur et qu'on peut fixer précisément dans le temps. C'est notamment grâce à des gens comme Grégoire de Tours ou Césaire d'Arles au VIe siècle. Et là, je reprends notamment une question qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est ce qu'on appelait avant les légendes gallicanes ou les légendes apostoliques, c'est-à-dire l'idée que ce seraient des disciples des apôtres qui auraient envoyé Saturnin à Toulouse et Paul à Narbonne, et que donc la christianisation se serait faite relativement tôt. C'est une idée qui naît vraiment au VIe siècle, donc relativement tôt. Dans un deuxième chapitre, je traite des premiers récits anonymes relatifs donc aux premiers évêques, aux évêques fondateurs, Saturnin, Paul, Saturnin de Toulouse, Paul de Narbonne, Amance de Rodez et Privat à Mende, même si Privat n'est pas au sens premier un évêque fondateur, puisqu'il n'est pas le premier évêque. Sa passion précise absolument, et c'est un argument fort pour son auteur, on y reviendra, qu'il n'est qu'un évêque parmi une grande chaîne d'évêques. On n'en connaît pas en réalité avant lui.
Tous ces textes sont anonymes, et c'est une des difficultés qu'on a avec cette matière qui fait qu'elle a intéressé peu d'historiens qui ont mis ces textes de côté. On n'arrive pas à les fixer dans le temps, mais quand je dis qu'on n'arrive pas à les fixer dans le temps, c'est que parfois, les textes, on débat encore à 5 siècles près, on n'est pas capable de les dater. 500 ans, c'est quand même très long. Il semble néanmoins que, comme ailleurs en Gaule, le VIe siècle est un moment propice pour la rédaction de ces textes qui échappe un peu à l'histoire, et c'est justement aussi une des choses qui caractérise ces textes. Si on n'arrive pas, nous, historiens, à les dater, c'est aussi parce que c'est de la littérature et que leurs auteurs ont voulu produire des textes qui puissent durer le plus longuement possible. Et si on a un texte qui est trop ancré dans un contexte précis, 50 ans, 100 ans après, il n'est plus compris. Voilà. Et donc c'est vraiment les auteurs ont volontairement essayé de produire des textes qui du coup échappent un peu à nos tentatives de datation. Et les textes là dont je viens de parler apparaissent dès qu'on a les plus anciens légendiers. Donc un légendier, c'est un recueil de légendes. Les plus anciens qu'on a conservés datent de la fin du 8e siècle. Vous en avez un ici, qui est conservé à Turin et qui est encore en écriture mérovingienne et qui porte là la passion de Saint Saturnin de Toulouse. Mais tous les textes là dont je viens de parler, Paul, Saturnin, Privat et Amance de Rodez, dès qu'on a des légendiers qui apparaissent dans le nord de la France, ils sont présents. Donc on sait qu'ils sont au moins antérieurs à cette période-là. Le chapitre 3, lui, traite des textes relatifs à des évêques qui, eux, ont vécu au VIe siècle, donc plus tard, qui ne sont pas des fondateurs, mais dont les hagiographes, donc les écrivains qui ont écrit leur vie, ont écrit un texte peu après leur mort, dans un but probable qui est celui de la pacification des cités du sud donc de la Gaule, au moment où il y a les affrontements entre les Francs et les Visigoths. Et là, c'est principalement le cas en fait, des dossiers de Rodez et d'Hilaire de Gévaudan, qui est un texte absolument passionnant. D'ailleurs, Hilaire et Dalmas de Rodez sont deux saints on sait historiquement qu'ils sont attestés. On sait même qu'ils se sont rencontrés lors d'un concile à Clermont en 535. Et voilà, c'est un point que je ne vais pas développer parce que ça concerne surtout les gorges du Tarn et surtout je ne veux pas parler trop longuement, mais c'est un texte qui est absolument exceptionnel et qui n'avait pas été édité de manière convenable. Et le plus ancien manuscrit date du tout début du IXe siècle et sort de l'abbaye de Saint-Denis. Il est conservé au Vatican et il éclaire de manière assez exceptionnelle en fait ce qui s'est passé au moment où les Francs s'implantent ici en Gévaudan. Et il y a une des phrases de ce texte qui sont communes à des dossiers de Rodez. Et donc en mettant les deux en parallèle, ça permet vraiment d'éclairer une période qui est quand même réputée relativement sombre et pour laquelle en fait il y a quand même des choses à dire. Le chapitre 4, lui, ne s'éloigne pas tellement du VIe siècle, mais traite de dossiers qui sont relatifs donc, à des saints qui ont aussi vécu au VIe siècle, dans cette période d'affrontement, mais dont les textes ont été rédigés beaucoup plus tard, au Moyen-Âge central. C'est le cas à Toulouse, mais aussi à Uzès, au moment où l'Église, le pouvoir épiscopal, s'ancre beaucoup plus fermement dans la société. Et donc on ressent le besoin de mettre par écrit l'histoire de son diocèse, l'histoire de ses origines chrétiennes, et donc on écrit ces textes. Je vous lis un extrait de la vie de saint Firmin d'Uzès. Donc Firmin aurait été évêque d'Uzès au VIe siècle, enfin il a été évêque d'Uzès au VIe siècle, on le sait, il est bien attesté, mais de sa vie on ne connaissait pas grand-chose, et donc on a un texte qui apparaît au Moyen-Âge central. Alors je dis au Moyen-Âge central parce qu'on n'arrivait pas à le dater, et par chance j'ai pu découvrir à Gérone, en Espagne, un manuscrit, un fragment de manuscrit qui comprend ce texte, et le fragment étant daté de la fin du XIe siècle, on sait que le texte a donc été nécessairement rédigé antérieurement. Et c'est très important pour nous parce que ce texte cite un évêque de Gévaudan, et c'est pour ça que je voulais vous le lire. Donc saint Firmin est un évangélisateur comme on en trouve un peu partout, et puis donc il évangélise Uzès, sa région, il implante le christianisme. Et puis, à un moment donné, saint Firmin, agissant avec sa sollicitude de pasteur et réglant tout comme il se doit, avec les clercs, les diacres, les prêtres et autres nombreux serviteurs de l'Église,
prêchant et enseignant dans toutes les églises, gagna le pays des Gabales. Il y avait à cette époque, sur le territoire de la cité Gabale, un lieu voisin, où le peuple parlait communément une langue rustique. En ce lieu se trouvait la statue d'un démon. Alors jusqu'ici tout est classique, hein, le saint qui va évangéliser la cérémonie païenne, c'est un thème qu'on trouve dans toute la littérature géographique, sauf que cette cérémonie païenne est quand même présidée par un évêque, et que cet évêque s'appelle Aldebert. Évidemment, on connaît plusieurs évêques qui sont appelés Aldebert en Gévaudan, il y en a eu 3. Grâce à la datation du manuscrit, on peut supprimer le dernier. Je pense que le deuxième, c'est aussi beaucoup trop tardif par rapport à la datation du manuscrit. Et en fait, c'est le premier qui est désigné là. Et on sait que ça a été un évêque particulièrement actif dans sa cité. Et là, on a un conflit sur un lieu de frontière entre 2 diocèses. Mais vous voyez la force quand même de cette littérature. On a quand même un texte qui est écrit où on est censé raconter des choses qui se passent au VIe siècle. Et puis d'un coup, on envoie quand même une flèche. Enfin, j'ai rarement vu un passage aussi polémique dans un récit hagiographique où on traite quand même l'évêque voisin de païen capable d'ordonner des cérémonies païennes. Et donc là, vous voyez que cette littérature hagiographique a pour but d'écrire l'histoire des origines chrétiennes, mais elle a aussi et surtout pour but d'écrire l'histoire du présent, et elle est une arme pour s'imposer au présent. Et de fait, bon, c'est un témoignage intéressant aussi sur le Gévaudan du XIe siècle, sur lequel on n'a quand même pas beaucoup de choses à se mettre sous la main. Ça va, vous suivez? Le chapitre 5, lui, propose d'étudier 2 grands moments dans lesquels les hagiographes du Moyen-Âge aiment ancrer leur saint. La période apostolique, avec une série de réécritures de textes anciens, la Passion de saint Saturnin de Toulouse, la vie de saint Paul de Narbonne. Des auteurs prennent la plume pour dire c'était des contemporains des apôtres, c'était même des contemporains du Christ. L'auteur de la vie de Saturnin dit même qu'il a été présent, Saturnin de Toulouse, avant qu'il aille à Toulouse évidemment, était présent dans le Jourdain quand saint Jean-Baptiste a baptisé le Christ, il était présent à la Seine, etc. etc. À partir du XIe siècle, enfin, peut-être même un peu avant, ce type de littérature se développe un peu partout et chacun veut montrer que son saint est au plus près des origines. Donc l'époque apostolique d'une part et le haut Moyen-Âge d'autre part, avec plutôt la question de la royauté franque, à un moment où les rois de France dans nos régions, dans le sud de la France, sont complètement absents, se développent des récits qui disent oui, mais mon monastère, oui, mais mon évêché a été fondé avec l'aide de Clovis, avec l'aide de Dagobert, avec l'aide de Charlemagne. Et c'est dans ce contexte qu'en Gévaudan, on écrit la vie de Saint-Énimie, notamment, qui fait intervenir la figure de Dagobert et de Clovis. Cela dit, les hagiographes, quand ils font ça, ils recomposent à partir d'éléments plus anciens. Par exemple, dans le cas de Saint-Énimie, ils savaient très bien qu'il y avait cet hilaire qui avait été présent avant dans les gorges du Tarn, au moment où les Francs étaient arrivés, et donc il reprend un peu des éléments qui se trouvent dans des textes qui ont été composés dans le Haut Moyen-Âge, mais il les réagence pour, une fois encore, servir le présent. Et il s'appuie aussi sur le fait qu'à Saint-Denis, c'est un plan de l'abbaye de Saint-Denis que vous avez là, il y a une chapelle dédiée à Saint-Hilaire de Gévaudan qui est toujours visible aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a eu des échanges de reliques à la fin du 8e siècle entre Saint-Denis et le Gévaudan. Et évidemment, ces transferts sont attestés à la fin du 8e siècle, mais ils sont complètement réécrits et réinterprétés au 11e et au 12e siècle. On l'attribue directement au souverain, alors qu'en réalité, le transfert de reliques est attesté, mais on les trouve dans un des domaines de l'abbaye de Saint-Denis et non pas directement. C'est pas directement Dagobert, évidemment, qui est venu et qui a trouvé les reliques, comme ce qui est raconté dans la légende de Saint-Énimie. Enfin, dernier chapitre, j'ai cherché à saisir dans un dernier temps le rôle de ces saints dans le paysage urbain et même dans la conscience urbaine, dans l'identité urbaine des villes, en analysant les conséquences pratiques de cette mémoire dans l'espace, et surtout dans ce que j'ai appelé les villes doubles, c'est-à-dire les villes où alors c'est pas le cas de Mende, mais je veux insister là-dessus parce que ça va expliquer aussi les spécificités du cas de Mende, des villes où
les reliques des saints évêques ne se trouvent pas dans la cathédrale, mais dans un établissement qui est à l'extérieur de la cathédrale. Ça, c'est quelque chose qui est classique, puisque dans l'Antiquité, mais Mende n'est pas une ville romaine, dans l'Antiquité, dans les villes romaines, on enterre les morts à l'extérieur des murailles. Et donc, les sanctuaires et les saints sont des morts très spéciaux, on leur voue un culte donc à l'extérieur des murailles. Et c'est à l'extérieur des murailles que naissent les basiliques, que naissent les monastères, et donc les cathédrales qui, elles, sont à l'intérieur, n'ont pas les reliques de ces saints. Et on le voit très bien si vous connaissez Rodez, vous avez la cathédrale ici, et vous avez ici au sud la basilique Saint-Amance, vous avez même à un moment donné un mur qui sépare les deux. Toulouse est aussi dans ce cas-là, vous avez la cathédrale qui est au sud, et au nord, à l'extérieur de la muraille antique, vous avez la basilique Saint-Cernin, autour des reliques des premiers évêques. Narbonne, c'est aussi la même chose, vous avez la ville antique ici avec la cathédrale, et à l'extérieur, le culte de Saint-Paul qui se développe. Et bien tout ça a des conséquences, évidemment, sur les identités urbaines, et ça a poussé le milieu épiscopal à se forger aussi une histoire, parce qu'ils étaient privés de leur histoire, puisqu'elle était conservée et en partie écrite ailleurs, et donc ils ont eux-mêmes soit inventé de nouvelles figures, soit écrit des légendes pour expliquer cette situation. Et le terme de mon enquête, c'est vraiment le XIVe siècle, parce que c'est un siècle très riche pour la mémoire hagiographique, notamment en raison de la présence des papes à Avignon. Je m'explique. Je me suis rendu compte que partout au XIVe siècle, on approfondissait les origines chrétiennes, et en partie pour légitimer la présence de la papauté dans le Midi. C'est-à-dire qu'il fallait expliquer pourquoi Rome n'était plus dans Rome, mais était en France méridionale, et donc montrer que la France méridionale avait été évangélisée à l'époque des apôtres et dans un même mouvement que Rome, c'était justifier évidemment cette présence. Et donc dans ce contexte-là, on réécrit beaucoup de textes. Un autre enjeu, c'est de lutter aussi contre la royauté française qui, depuis le XIIIe siècle et la croisade des Albigeois, petit à petit, grignote les pouvoirs épiscopaux. Et donc là, on a intérêt à montrer que les origines du diocèse prouvent l'ancienneté de la domination de l'évêque, parce que vous voyez, du temps de Saint-Privat, déjà l'évêque dominait, et donc ça aussi, ça favorise l'écriture, la copie et l'intérêt de ces textes, et de là, de ce point de vue, le cas du Gévaudan est absolument extraordinaire, et j'y reviendrai. Un de ceux qui, au XIVe siècle, a le plus travaillé pour montrer que le Midi de la France donc, était une terre de sainteté, c'est l'inquisiteur et dominicain Bernard Guy. Je ne sais pas si vous avez vu Le Nom de la Rose, c'est un personnage connu dans ce film, mais en plus d'être un inquisiteur, c'était un polygraphe, et c'était un grand savant pour son époque. Il a composé plusieurs œuvres, et d'ailleurs, on sait qu'il est venu à Mende, aux archives, c'était pas encore les archives départementales, mais il le dit quand il écrit sur Saint-Privat, donc il s'intéresse à tous les saints du Midi. Il dit pour Saint-Privat, je suis allé consulter les miracles de Saint-Privat, donc ceux du XIe et du XIIe siècle, je suis allé à Mende. C'est un texte dont il ne reste plus qu'un seul exemplaire manuscrit, qui est ici, et donc déjà à son époque, c'était un texte relativement rare. Le manuscrit qu'on a date de la seconde moitié du XIVe siècle, Bernard Guy, c'est le début du XIVe siècle, c'est quand même pas celui-là qu'il a vu, mais enfin, il a eu besoin de venir jusqu'ici pour travailler. Et Bernard Guy est le premier à donner une légende qui est très intéressante. Il réécrit, il était limousin d'origine, et donc il va s'intéresser beaucoup à Saint Martial, qui est le grand saint, Saint Martial de Limoges. Il réécrit toute l'histoire de Saint Martial de Limoges dans les années 1310, et il raconte ceci. Martial était un apôtre, ça dès le XIe siècle, on l'avait raconté à Limoges, et compagnon du Christ, et il est venu ensuite en Occident, et en personne, il a lui-même dédicacé à Saint-Étienne les églises de Limoges, Bourges, Périgueux, Cahors, Toulouse et Agen. C'est vrai que toutes ces églises sont dédiées à Saint-Étienne. Bernard Guy dit que c'est parce que c'est Saint Martial qui l'a fait au 1er siècle, et qu'il y a amené lui-même des reliques du proto-martyr. Ensuite, Bernard Guy nous dit que Sainte Véronique et Saint Amadour, qui étaient des compagnons de Martial dans sa prédication, sont venus avec une paire de souliers de la Vierge. Martial a déposé un soulier au puits et l'autre à Rodez. Ensuite, il avait avec lui une partie des cheveux de la Vierge, et il en a déposé
une partie à Clermont et une autre partie, dit Bernard Guy, à Javol, avant que la cité ne soit transférée à Mende. Et on a un des rares auteurs, Bernard Guy, au début du XIVe siècle, qui est au courant de ce changement de siège épiscopal. L'autre auteur, c'est Bertrand de Marseille, qui s'intéressait à l'histoire, le savait aussi. Et donc, les écrits de Bernard Guy, surtout cette légende, a eu beaucoup de succès à deux niveaux. D'abord au niveau des cités qui sont concernées. On s'est évidemment emparé de cette légende, et à Toulouse, où on était privé des reliques de Saint-Saturnin, eh bien on s'est mis à dire que c'est Saint Martial qui avait fondé la cathédrale, et tout ça a eu lieu évidemment avant Saint-Cernin, qui n'est arrivé qu'après. Certes, Saint-Cernin a été le premier évêque de Toulouse, mais le vrai fondateur, c'est Martial, avec les reliques d'Étienne, et ça c'est la cathédrale, et c'est évidemment pas la basilique Saint-Cernin. À Rodez, on trouve exactement la même chose, où se développe le culte du Saint-Soulier, le Saint-Soulier de la Vierge qu'aurait amené Martial. Mais ça intéresse aussi beaucoup la papauté d'Avignon, puisque Bernard Guy montre que le Midi est une terre première de sainteté, une terre parmi les plus anciennes, et donc il légitime la présence des papes à Avignon, et il a été très lié au pape avignonnais. Et on sait que Clément VI, en 1343, a fulminé une bulle par laquelle il ordonnait de fêter Martial comme apôtre de l'Aquitaine dans toute la région qu'il avait évangélisée. Et immédiatement après cette décision, entre 1344 et 1346, le pape Clément VI commande pour son palais des papes, donc à Avignon, au peintre Matteo Giovannetti, des fresques de la chapelle Saint-Martial, et il dit « Représentez-moi toute l'histoire de Saint-Martial ». Et donc, qu'est-ce qui se fait représenter? Les églises consacrées par Saint-Martial lui-même. Il fait figurer 13 églises, évidemment un chiffre qui est hautement symbolique, toutes fondées par Saint-Martial, toutes mentionnées par Bernard Guy. Et donc, il y a Mende, je vous l'ai entouré ici, alors inutile d'y chercher une quelconque ressemblance architecturale, on sait que l'artiste s'est inspiré de modèles italiens et qui n'a pas cherché à représenter physiquement nos cathédrales, mais vous voyez, Ecclesia Mimatensis in honore Sancti Virginis, et donc c'est Martial qui a fondé cette église en l'honneur de la Vierge. Voilà. Évidemment, on va s'en emparer aussi en Gévaudan de cette légende, ne vous inquiétez pas, les évêques de Mende vont savoir s'en servir quand il faudra. Voilà donc pour le cadre général, et donc je vais reprendre ce fil chronologique, si vous voulez bien, en repartant donc du cas de Saint-Privat, depuis les origines jusqu'au XIVe siècle. Alors, Saint-Privat. Avant de lire ce texte, bien connu, mais on ne peut pas faire l'économie de ne pas le lire, le culte de Saint-Privat est parfaitement attesté à partir du VIe siècle. Il y a 3 sources qui le mentionnent. Ce qu'on appelle le martyrologe pseudo-hieronymien, qui est un martyrologe qui a été compilé à Auxerre à la fin du VIe siècle à partir de sources italiennes. Je ne vais pas développer là, vous aurez tout ce qu'il faut dans l'ouvrage, et qui le fête donc, dès ce moment-là, donc autour de 600, il est fêté le 21 août, et son culte est déjà localisé clairement à Mende. Venance Fortuna, un poète italien mais qui est réfugié dans le monde mérovingien, évoque à un moment donné Saint-Privat en disant qu'il vient de Mende. Donc vraiment l'association entre Privat et Mende est certaine à partir du VIe siècle. Elle l'est surtout grâce à ce texte de Grégoire de Tours, donc, qui écrit ses 10 livres d'histoire. Il meurt en 594, donc il écrit ça autour de 590 à peu près, et donc il nous raconte ce martyr que vous connaissez tous, j'imagine, mais plutôt que vous en faire un résumé, je préfère vous lire ce texte qui est relativement court. Voilà. Valérien et Galien ont été les 27e à gouverner l'Empire romain. Ils ont déchaîné de leur temps une grande persécution contre les chrétiens. Donc ça veut dire que Grégoire de Tours place le martyr de Saint-Privat au milieu du IIIe siècle. Alors que les Alamans envahissaient les Gaules, on trouva Saint-Privat, évêque de la ville Gabale, dans une grotte du mont Mima, où il était occupé à jeûner et à prier, alors que le peuple s'était enfermé à l'intérieur des murailles de la forteresse de Grèze. Mais tandis que, tel le bon pasteur, il ne consent pas à livrer ses brebis aux loups, on le pousse à sacrifier aux démons. Comme il maudissait autant que refusait cet acte immonde, il est battu à coups de bâton jusqu'à ce qu'on pense qu'il est mort.
Mais suite à ces mêmes coups, quelques jours étant passés, il expire. Quant à Crocus, pris à Arles, ville des Gaules, ayant souffert divers supplices, il périt frappé d'un glaive, expiant d'une manière qui n'était pas injuste les peines qu'il avait infligées au sein de Dieu. Voilà le point de départ en fait, de toute l'histoire de Saint Privat, c'est uniquement ce texte, donc de la fin du VIe siècle. Grégoire donc, fait de ce Crocus un contemporain des empereurs valériens et galiens donc, au milieu du IIIe siècle. Or on sait que Crocus est plutôt attesté au 5e siècle, enfin, il y en a eu deux, un à la fin du 4e siècle, un au milieu du 5e siècle, qui sont attestés, et donc voilà, mais Grégoire de Tours, et il écrit bien après ces événements, dans une optique bien précise, et il télescope plusieurs choses, c'est quelque chose qui fait habituellement, que plusieurs chercheurs ont constaté dans d'autres cas. Mais en réalité, on ne sait pas situer dans le temps l'épiscopat de Saint-Privat, et hormis ce témoignage de Grégoire de Tours, aucune source ne permet de corroborer son existence. Notez qu'il est localisé dans la ville Gabale, et que Mende n'est cité donc que pour le mont Mima. Par contre, Grèce est qualifiée de castrum, c'est-à-dire de forteresse, ce qui correspond à une réalité archéologique qui est maintenant bien connue dans le Midi, grâce notamment aux travaux de Laurent Schneider, qui a fouillé à la Malène. C'est ces forteresses aristocratiques et ce perchement de l'habitat qu'on constate à la fin de l'Antiquité, donc au moment où écrit Grégoire de Tours. Et donc sur la base de ce texte, on en écrit un autre. En fait, on va réécrire ce texte, mais assez tôt. C'est la Passion de Saint-Privat, qui a été écrite donc, pour amplifier le récit de Grégoire de Tours. La fourchette chronologique de rédaction de ce texte est donc certainement comprise entre la fin du VIe siècle, où écrit Grégoire de Tours, et la fin du 8e siècle, où on a les plus anciens manuscrits connus. Et c'est là très important, parce que sur les 5 légendiers qu'on connaît pour la fin du 8e siècle, la fin du 8e siècle, il y en a quand même 3 sur 5 qui portent la Passion de Saint-Privat. Donc c'est-à-dire que c'est un texte qui a été relativement diffusé. Tous ces légendiers viennent du nord de la France ou de la Bavière. C'est les 2 exemplaires que vous avez là. De la Bavière, parce que la Bavière a été conquise par les Carolingiens, et quand ils sont arrivés, il a fallu installer des monastères et leur fournir des textes, des modèles de sainteté, et donc on leur fournit des légendiers qui sont les plus anciens conservés, et dedans il y a Saint-Privat avec d'autres saints de Méditerranée, avec des saints de l'ensemble du monde chrétien. Et ces exemplaires, Félix Remise avait édité la Passion de Saint-Privat en 1901. Son édition est globalement bonne, sauf sur un point où il fait une erreur absolument fatidique. Et puis son interprétation est complètement... Il voulait absolument que ce texte soit antérieur à Grégoire de Tours, et que Grégoire de Tours n'ait fait que l'abréger. Tout s'oppose à cela quand on regarde, c'est vraiment une... Tous les érudits qui s'y sont penchés ont contesté l'ouvrage de Remise, qui du coup a été... Bon, il vaut quand même pour l'édition qu'il en a fait, parce qu'il avait vu tous les manuscrits qui étaient accessibles de son temps, une quinzaine à peu près, mais les 3 plus anciens, il ne les a pas vus. Donc moi, j'ai proposé de rééditer le texte juste à partir des 3 plus anciens, pour essayer de commenter un texte qui ressemble au moins au texte qu'on a pu lire, est-ce qu'on l'avait écrit, dans le haut Moyen-Âge. Donc voilà. Et il y en a un qui est conservé à Montpellier, mais qui n'est pas du tout... le premier est Bourguignon, à Montpellier, à la bibliothèque universitaire. Il y a beaucoup de manuscrits de Bourgogne, et le premier manuscrit est un manuscrit qui vient de Troyes, et donc le second, qui est conservé à Munich, vient de Bavière. Alors, que fait ce texte ? Il réécrit le petit texte qu'on a lu, le lien entre les persécuteurs romains et le barbare Crocus, qui est à peine évoqué par Grégoire de Tours, est là largement développé. On nous explique que c'est la cruauté des empereurs qui a provoqué Dieu, et que c'est Dieu qui a lancé des barbares sur le monde romain pour le punir de son paganisme. Ça, c'est une interprétation qui est évidemment typiquement chrétienne et un peu plus tardive. Et là où Grégoire de Tours dit simplement en quelques mots qu'il ne consent pas à livrer ses brebis au loup, l'auteur de la Passion de Saint-Privat imagine un dialogue entre Crocus, le persécuteur, et Saint-Privat,
un long dialogue qu'on retrouve dans tous les récits de martyrs de tout l'Occident, et de tout le monde méditerranéen, dans le monde grec, dans le monde oriental. Il y a toujours ce dialogue de sourds entre le martyr et son persécuteur, le persécuteur qui essaie de le convaincre, et le martyr qui dit non, 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 je ne sacrifierai jamais à tes dieux. Et la fin, évidemment, est toujours la même, à quelques variations près dans les tortures et dans le type de mort. Et dans ce texte, il y a une phrase qui est essentielle. Le site de Grèze est mentionné plusieurs fois, avec ses murailles, son peuple assiégé, comme un pôle essentiel dans l'organisation des pouvoirs à l'échelle d'une cité. Quand je dis la cité, pour cette période-là, c'est pas seulement la ville-centre, mais c'est tout l'espace qu'elle domine. Je veux dire le département, mais enfin, en gros, c'est ce qu'on entend par là. Enfin, le diocèse, pour faire vite. Et donc, ce que fait ce texte, c'est qu'il oppose Grèze à Mende, qui pour lui est vraiment le siège du christianisme. Et donc, il l'écrit noir sur blanc, cet auteur. C'est la phrase que vous avez là, je vous la traduis. L'évêque Privat gouvernait alors cette région ou cette église, ayant son siège dans le petit bourg de Mende, parce que ses prédécesseurs dans l'épiscopat y avaient eu leur demeure et leur sépulture. Donc, Mende a été depuis toujours le siège épiscopal, les évêques ont toujours résidé là, d'ailleurs ils ont toujours été enterrés là. C'est une chose qu'on sait grâce à d'autres textes et surtout grâce à l'archéologie, que c'est évidemment faux, puisqu'il y a eu avant Javol et que la première communauté chrétienne y est attestée dès le IVe siècle. Donc à mon avis, c'est comme ça que j'interprète, un début de ce texte, c'est justement de fonder la légitimité de Mende, qui est presque un néo-diocèse, et de lui donner cette histoire ancienne en réécrivant ce texte et en y ajoutant un élément clé que Grégoire de Tours ne mentionnait pas, parce que c'est pas ça d'ailleurs qui l'intéressait. Et quand je vous disais que les lieux, les sanctuaires sont vraiment importants dans ces textes, et que c'est en analysant ces passages-là en particulier qu'on peut arriver à dater ces textes, là c'en est un exemple tout à fait probant. Et donc, grâce à ce texte, on a même une fourchette de datation pour le transfert du siège épiscopal qui a fait couler aussi tant d'encre. Donc, à mon avis, il faut le dater entre la fin du VIe siècle et la fin du VIIIe siècle, soit relativement tardivement par rapport à ce qu'on peut connaître pour d'autres cités. Le petit bourg de Mende, alors, et en plus il l'appelle quand même Viculus, tout peu, vraiment, déjà un vicus c'est pas bien gros, mais Viculus c'est le petit bourg. Donc il sait qu'au moment où il écrit, topographiquement, Mende, ça n'est pas grand chose, mais il y a cette histoire longue qu'il invente en quelque sorte à ce moment-là. Voilà. Donc j'ai dit, le saint n'est pas présenté comme le premier évêque, mais comme un chaînon glorieux dans une tradition qui est donnée comme immémoriale. Et derrière cette tradition, derrière la présentation d'un passé qui sert à expliquer le présent, se cache en fait, pour nous historiens, le contraire de ce que prétend l'hagiographe, à savoir une rupture en fait temporelle que l'écrit cherche à masquer. Et ça, Alvax l'avait vu aussi, quand on écrit d'un lieu que ça a toujours été comme ça. Vous pouvez être sûr que si on a besoin de dire ça, c'est qu'on en doute en réalité, et que derrière la tradition se cache une rupture avec le passé. Voilà, je continue dans le temps. Ensuite, rien, pendant longtemps. Faute de sources, et pour le Gévaudan, il faut attendre ensuite la fin du XIe siècle ou le début du XIIe siècle, il y a encore des débats, pour qu'un auteur prenne la plume et exalte à nouveau Saint Privat en nous montrant la force et l'actualité de ces miracles à Mende. C'est donc l'auteur anonyme des miracles de Saint Privat qui écrit dans un contexte de paix de Dieu pour montrer que face au Seigneur, face à la féodalité, c'est le saint et surtout ses successeurs, les évêques de Mende, qui sont les garants de la paix, qui punissent les méchants chevaliers qui usurpent les biens d'église. Je vous ai mis là le Clovis Brunel, qui heureusement pour la Lozère a été directeur des archives départementales, et ce qui a fait qu'il s'est intéressé il a édité tous les textes hagiographiques du Gévaudan en langue latine comme en langue vernaculaire. C'était un immense savant, heureusement qu'il est passé par là, parce que sinon j'aurais pas pu faire ce sujet. Peut-être que le Gévaudan m'aurait occupé juste à éditer ces
ces textes-là, il les a non seulement édités, mais en plus traités et compris d'une manière admirable. Il y a très peu à changer, on se sent tout petit à côté de lui. C'est lui aussi d'ailleurs qui a montré que l'auteur qui écrit les miracles de Saint Privat vers 1100, c'est le même qui a écrit la vie et les miracles de Saint-Énimie en complément, afin d'avoir en quelque sorte dans le diocèse à la fois un saint vengeur qui punit les méchants, Saint Privat, et une sainte qui guérit les pauvres, les faibles, comme Saint-Énimie. Alors moi, ce que j'ai proposé en plus, c'est grâce à Saint-Énimie, qui est fêté le 6 octobre dès le Moyen-Âge. Le 6 octobre, c'est la fête de Sainte-Foy de Conques, et on sait que Saint-Énimie est une princesse donc à l'historicité complètement inexistante, qui est vraiment inventée dans ce contexte-là. Et donc je me suis demandé si, comme on avait fixé sa date le même jour que la Sainte-Foy à Conques, où il y avait un pèlerinage important, on a voulu aussi créer en Gévaudan son pèlerinage et avoir aussi ces saints qui, comme Sainte-Foy de Conques, punissent et guérissent. Alors Sainte-Foy, à elle seule, elle punit et elle guérit, et en Gévaudan, on a deux figures qui sont exaltées dans une sorte de concurrence, parce que, comme ailleurs et comme partout en Occident, il ne faut pas se leurrer, la recherche des reliques n'a pas la piété pour seule raison d'être, c'est aussi un moyen d'affirmation de l'autorité épiscopale. Et ça, il y en a un qui l'a compris plus que d'autres, c'est l'évêque Aldebert du Tournel, donc à la fin du XIIe siècle, un siècle après, il découvre, on le sait, les reliques de Saint-Privat, juste à côté, là, au pied de la cathédrale, dans un moment bien particulier, et il prend la plume lui-même pour raconter sa découverte, et surtout pour raconter l'ensemble des miracles qui ont lieu. C'est une œuvre prolifique, absolument passionnante, et voilà, qui m'a beaucoup occupé jusqu'à maintenant, et que Brunel a aussi édité. Aldebert, on le sait, en 1161, il obtient un diplôme royal, la bulle d'or, et qui lui donne les droits régaliens sur le Gévaudan, avec la pleine juridiction sur les hommes de son évêché, en échange de l'hommage qu'il rend au roi de France. Et dans ce texte, dans le texte de la bulle d'or, l'église de Mende est appelée l'église du glorieux martyr Privat. Donc il y a vraiment une association entre le pouvoir épiscopal, la cathédrale et Saint-Privat qui est, là je le dis, exceptionnelle en Languedoc, puisqu'on se rend compte que quelques années après cette découverte des reliques et les donations qui sont faites à la cathédrale utilisent presque exclusivement cette formule. Je vous donne un exemple, on a un seigneur de Serverette, Guillaume Merle, qui fait un testament en 1202 et qui part en croisade, et qui dit, si jamais il venait à mourir à Jérusalem, il donne ses biens à Dieu, à Saint-Privat et à l'évêque de Mende. Donc tout ça, c'est un même ensemble. Et Aldebert a vraiment inscrit le saint dans sa cathédrale, en trouvant les reliques, dans l'espace de sa cité, et il lui a fait ensuite prendre place donc, sur les sceaux, sur les monnaies et aussi sur les bannières. Alors sur les sceaux, j'ai pas mis de... Ah ben si, il y en a une photo là, mais en fait on a le sceau d'Aldebert et on a le sceau de son successeur, et son successeur prend Saint-Privat. Je pense que Aldebert a déjà pris Saint-Privat après la découverte des reliques, mais on a très peu de documents, et déjà on en a un conservé, où on a la preuve qu'il n'y avait pas Saint-Privat dessus, c'est déjà beaucoup. Et après on a toutes ces monnaies, ces fameux deniers de Saint-Privat, qui apparaissent, semble-t-il, au XIIe siècle, et qu'on a envie évidemment de lier à cette entreprise. Et on a aussi les bannières, puisque, alors on n'en a plus de conservés, mais on a des actes de reddition de châteaux qui sont conservés, où on trouve un rituel épiscopal qui fait que, visuellement, Saint-Privat est présent dans l'ensemble des territoires qui appartiennent à l'évêque de Mende. Je vais vous lire celui-là, qui est daté de 1298, qui décrit le rituel. Ayant exclu, le texte en latin, c'est une traduction, à chaque fois c'est une traduction que je vous donne. Ayant exclu les gens du dit noble de Sénaré, Guillaume de Montesquieu entra dans le dit château, Castrum, et fit publiquement élever dans les murailles du dit Castrum, par Vincent Chardon, son sergent, et celui de la cour du dit seigneur évêque, l'étendard de Saint-Privat déroulé, le bail, donc qui est le bail de l'évêque, fit même sonner de la trompette et retentir fortement dans les murailles par son trompettiste,
avec une trompette, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et encore plusieurs fois. Et il lui fit crier trois fois et plus à haute voix ce qui suit. Et là, c'est en français dans ma traduction, mais dans le texte latin, c'est en occitan, pour que ce soit bien compris de tout le monde. Et il lui fait crier cette formule: Saint Privat par Monseigneur l'évêque de Mende, Saint Privat par Monseigneur l'évêque de Mende, Saint Privat, Dieu le veut. Donc vraiment, il y a tout un rituel qui se développe autour de Saint Privat. Et j'ai regardé ailleurs, dans tous les diocèses que je vous ai montrés, pour avoir des comparaisons. J'en ai quelques-unes. À Uzès, je sais, grâce à différents textes, qu'il y avait une bannière et un cri de ralliement qui étaient relativement comparables, pas du tout en l'honneur de ce saint Firmin dont je vous ai parlé, mais qui a été un peu inventé comme ça au XIe siècle, mais juste en l'honneur de saint Théodorite, qui est un saint oriental dont la cathédrale à qui la cathédrale est dédiée. Donc on a là un point d'élément de comparaison. On sait qu'à Lodève, les évêques de Lodève frappent monnaie avec saint Fulcran dessus, dans une configuration proche, mais il n'y a que en Gévaudan où on a à la fois les monnaies, les sceaux, les serments, et enfin voilà, l'ensemble de ces choses-là qui ont fait un cas relativement exceptionnel. Mais comme je vous l'ai dit aussi, vous savez qu'elle Mende étant une ville nouvelle, entre guillemets, enfin une ville nouvellement créée dans le Haut Moyen-Âge, c'est pas une ville antique, les reliques sont bien dans la cathédrale et tout est au même endroit, et donc ça a favorisé aussi le pouvoir épiscopal. Évidemment, il y a une chose, j'ai oublié de le dire, mais à la fin du Moyen-Âge, on constate dans toutes les villes ce qu'on appelle une religion civique, c'est-à-dire que des autorités laïques, municipales, s'emparent de ce qui est à l'origine aux mains des clercs, donc tout ce qui est les processions, le culte des reliques. À Rodez, le culte des reliques de Saint-Amance, par exemple, c'est les consuls, c'est les autorités municipales qui s'en occupent. À Mende, on n'a absolument aucune trace de religion civique, parce que l'emprise épiscopale a été telle qu'il n'y a plus d'espace pour une religion municipale, entre guillemets. Et dans ces conditions, ce sera mon dernier point, on peut expliquer aussi l'importance aussi de l'utilisation de la figure des saints locaux à la fin du Moyen-Âge en Gévaudan dans des procédures. La lecture de l'inventaire de la série G des archives départementales, donc grâce au magnifique travail de Ferdinand André, permet de constater aussi le poids des documents issus de procès dans lesquels on trouve des mentions des saints locaux du diocèse. Le premier procès, qui est très important pour l'histoire du Gévaudan, date de la fin du XIIIe siècle, et il a pour épilogue donc, la signature du paréage en 1307 qui divise les pouvoirs entre l'évêque et le roi de France. L'affaire a commencé en 1269, et l'évêque a tenté de montrer au Parlement de Paris qu'il détenait en Gévaudan le pouvoir supérieur, qu'il peut juger et punir dans son diocèse, et surtout qu'il fait respecter la paix sur son territoire. Et le sénéchal de Beaucaire, qui est le représentant du roi, lui s'y oppose et donne ses arguments. Alors les choses durent très longuement, la procédure s'enlise, et en 1301, on décide de rédiger ce qu'on appelle le mémoire relatif au paréage, c'est-à-dire un grand document pour faire le point sur toute cette affaire, avec tous les arguments des uns et des autres, enfin surtout les arguments de l'évêque, puisque c'est l'évêque qui décide la rédaction de ce document. Et dans ce document, on trouve ce genre de mentions à 9 reprises. Je vous en donner un exemple. Alors c'est un document très juridique, très, très technique, que les prédécesseurs de Guillaume de Peyre, évêque, ont fait respecter la paix en Gévaudan, éprouvé par le témoin 8, page 26, par le témoin 9, page 27, par le 11, par la légende de Saint-Privat et ses miracles, qui sont aussi consignés, et par le second témoin au sujet de la 19e accusation, et par le 27e à la fin. Donc c'est vraiment des procédures très carrées, c'est des documents... Mais grâce à ça, on sait qu'à côté de dépositions de témoins, à côté de témoignages, de documents anciens, il y avait comme preuve la légende de Saint-Privat, comme preuve que l'évêque maintient la paix à tel endroit, etc. Et donc, on avait probablement des documents qui liaient, témoignages et légendes hagiographiques matériellement qui ont été transmis. Dans un des documents copiés dans le cadre de cette procédure, on trouve aussi une justification d'un impôt que prélevait l'évêque. Alors malheureusement, c'est dans un document qui est... Alors Ferdinand André, heureusement, le document l'a beaucoup intéressé, donc il le transcrit dans sa notice de l'inventaire. Il n'y est plus dans la... J'ai jamais retrouvé. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a disparu. L'abbé Pourchet l'a eu entre les mains, et
ça m'inquiète un peu parce que je le soupçonne parfois de ne pas toujours avoir été dans le livre de Saint-Privat. Il l'a emmené chez lui à un moment donné, puis le livre a disparu. Heureusement, il est ressorti. Donc ce G29, j'aimerais qu'il ressorte, mais bon, grâce à Ferdinand André, on sait ce qui s'y trouvait. Et donc, je vous donne ma traduction. Au temps des empereurs infidèles Galien et Valérien, qui dirigeaient alors l'État romain, environ 260 ans après la passion de Jésus-Christ, les barbares dévastèrent et soumirent à leur pouvoir toute la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Cependant, par les prières, mérites et les miracles du Saint-Martyr Privat, son peuple de la dite région et évêché de Gévaudan fut libéré de l'attaque des dits infidèles, et en signe de la dite libération, ceux qui furent ainsi libérés versent pour toujours un tribut à l'église de Saint-Privat et à ses successeurs. Tous et chacun, tant les barons que les autres nobles, non nobles de la dite région, établirent sur leur tête un denier de cens qu'eux et leurs successeurs devaient payer perpétuellement à l'église de Mende et aux successeurs de Saint-Privat. Le peuple l'appelle denier de Saint-Privat, puisqu'on l'appelle denier de Saint-Privat, c'est qu'il remonte évidemment à environ 260 après Jésus-Christ. Donc voilà le type d'argument qu'on peut trouver. Saint-Privat est le seul saint à apparaître dans ce document, mais il semble qu'à la même époque, dans l'entourage épiscopal, on se soit attaché à faire valoir la figure aussi des autres saints du diocèse. Et on trouve dans un document contemporain de la rédaction du mémoire relatif au pareage, en 1301, une liste épiscopale qui est en fait insérée dans une délibération du chapitre cathédral au sujet de ce procès. Pour faire vite, l'évêque Guillaume Durand vient se présenter aux chanoines, leur demande de l'aide, et il dit, et pour se justifier, il leur dit, il demande évidemment de l'argent, et il place sa confiance dans le mérite des anciens évêques qu'il cite. C'est la liste que vous avez sous les yeux. Le glorieux martyr Saint-Privat, patron de l'église de Mende, ainsi que les saints Frézal, Firmin, Hilaire, Séverien et Loup, évêques de cette église de Mende. Alors Frézal, je ne vais pas développer, c'est un martyr carolingien dont les reliques sont à la Canourgue. Firmin, on ne sait absolument rien de lui, mais absolument rien. Mais il y a des reliques d'un saint de ce nom qui sont conservées à Banassac. Et rappelez-vous le texte qu'on a lu au début, on a quand même un évêque d'Uzès qui serait allé évangéliser une partie du Gévaudan, qui s'appelle Firmin. Donc peut-être qu'à partir de là, c'est créé voilà, on a rapatrié cette figure. Alors, pourtant, le Gévaudan et le pouvoir épiscopal y étaient présentés très négativement, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est joué là. Enfin, c'est comme ça que j'explique ce Firmin sur lequel elle ne sait sinon absolument rien. Viennent ensuite deux Hilaires, qui à l'origine n'étaient qu'un. Le Hilaire du Haut Moyen-Âge, bien attesté à la Malène, dont j'ai parlé tout à l'heure, et le Hilaire qui a aidé Ennemie un peu plus tard à fonder son monastère. Évidemment, au XIe siècle, on en écrit la légende de Saint-Émilie, on fait d'un Hilaire du VIe siècle un contemporain de la Sainte au VIIe siècle, et donc quand au XIVe siècle on réinterprète ça, on dit c'est normal, il y a eu deux Hilaires. Bon. Et en ce qui concerne Loup, la seule chose que j'ai pu trouver dans les documents intérieurs, c'est que c'est probablement un dédoublement d'un Loup, évêque de Troyes, puisque dans le martyrologe des chanoines de la cathédrale du XIIe siècle, qu'on verra après, qui est le plus ancien livre connu pour le diocèse de Mende et conservé, un martyrologe, ça donne la liste de tous les martyrs, mais de l'ensemble du monde chrétien, et les chanoines le répètent chaque matin à la date, et ils disent la liste des chanoines. Et quand il s'est agi ah oui, alors du coup, on verra sur le document original. Dans le texte du martyrologe, dans le texte principal, il y a écrit « Dans la cité de Troyes, il y a un Saint-Loup », et quelqu'un a mis en marge, à la même date, dans la région du Gévaudan, Saint-Loup, évêque et confesseur, donc à la même date que Saint-Loup de Troyes. Après, pourquoi l'avoir rattaché au Gévaudan? On n'a absolument aucune légende, aucune idée. Aucune idée. Quant à Saint-Séverien, qui est mentionné avant Loup dans la liste épiscopale, il est présent dans le plus ancien calendrier du diocèse de Mende qu'on ait conservé, à la date du 26 janvier, il est conservé à Avignon, il date du XIIe siècle, et donc vous voyez qu'il y a un Séveriani, évêque et confesseur. Qui est-il? On va le découvrir un peu plus tard. La liste que je viens de donner n'est pas du tout chronologique, les évêques sont classés pêle-mêle, et on peut s'interroger d'ailleurs sur les modalités de sa fabrique, quel était le matériau qu'ils avaient à disposition pour faire cette liste d'évêques. En tout cas, elle prouve la glorieuse histoire du diocèse.
en fait, on ne peut pas évaluer si ce genre de preuves qui touchent aux origines chrétiennes, finalement, est-ce qu'elles ont pesé dans la résolution finale du conflit et dans le pariage de 1307? C'est toujours difficile de le dire, et il faut vraiment faire attention à veiller à distinguer l'intention symbolique des auteurs, des agérables, de ceux qui racontent ça, et les effets concrets, et ne pas donner une importance démesurée, et de preuves qui ont été faites, elles restent quand même limitées. Cela dit, ça a dû marcher un peu quand même, parce que dans des procès postérieurs à 1307, on n'hésite pas à ressortir ce genre d'argument. Et après le pariage de 1307, c'est les barons qui ont été lésés de ce partage entre le roi et l'évêque, et donc ils vont essayer de prouver que le paréage est caduc, qu'il n'aurait pas dû être rédigé ainsi. Et donc pour eux, tous les arguments sont bons, et donc de nouveau des procédures s'enclenchent dans les années 1340. Et alors on connaît surtout le point de vue de l'évêque, parce qu'on n'a pas les sources produites côté des barons, mais donc en 1341, l'évêque de Mende argumente contre les barons qui souhaitaient révoquer ce paréage, et il recourt à nouveau à la légende de Saint Privat. Mais cette fois, vous allez voir, l'argumentaire se poursuit beaucoup plus loin, parce que Saint Privat, je vous l'ai dit, et c'est répété depuis le Haut Moyen-Âge, et il faut quand même faire avec ces textes, c'est pas le premier évêque. Donc c'est pas mal comme argument, mais ça donne pas l'origine de l'origine. Donc, voici ce que l'évêque écrit. Et pour savoir d'où vient cette souveraineté de l'église de Mende, il faut savoir que pendant qu'un roi infidèle et païen gouvernait la région du Gévaudan avec toute souveraineté, Saint Martial s'est tourné vers cette patrie et a consacré une chapelle en l'honneur de Saint Pierre dans le lieu de Mende. On est en 1341. Bernard Guy, dont je vous ai parlé tout à l'heure, écrit dans les années 1310 la légende de Saint Martial qui est venu amener des reliques de la Vierge ici. Donc on connaît cette histoire, et évidemment, on va savoir l'utiliser à bon escient. Après cela, Saint Séverien, il fut le premier évêque qui convertit à la foi catholique le dit roi et le baptisa. Ce même roi, après le baptême et une fois converti à la foi catholique, mourant, donna librement son royaume à l'Église. Mais après un certain temps, l'empereur romain demanda au dit évêque de reconnaître son royaume. L'évêque dit qu'il ne l'a pas tenu parce qu'il ne l'avait pas de lui, mais de Dieu, car celui de qui il l'avait eu ne reconnaissait personne de supérieur à lui. De même, le dit Saint Séverien et ses successeurs ont depuis régné et gouverné toute la terre et la région du Gévaudan, et aussi bien comme évêque dans les affaires spirituelles que comme roi dans les affaires temporelles. C'est quand même assez fort de café. Donc avant l'Empire romain, il y a eu un royaume à l'époque de Saint Séverien. Le roi de ce royaume s'est converti, a donné tout à l'évêque de Mende, et depuis, l'évêque de Mende, il est roi dans son diocèse. Et donc Privat, tout prestigieux qu'il est, n'est pas un fondateur, il n'est qu'un maillon, et donc Séverien va jouer ce rôle, premier évêque après que Martial a évangélisé la région, et puis l'histoire de Saint Martial, elle est diffusée partout. Regardez, même les papes racontent cette histoire chez eux, donc c'est bien que c'est vrai. Et donc au nom de Dieu, l'évêque de Mende doit donc reconnaître son pouvoir de personne. Donc la source, c'est Bernard Guy, je vous l'ai dit, et ce Séverien de Gévaudan est certainement en fait un doublon de Séverien de Gabala, un Gabalensis Episcopus. Donc Gabala, c'est Rabala en Syrie actuellement, et en fait dans les martyrologes il y a ce Saint Séverien de Rabala, mais en latin Gabalensis Episcopus, donc ça se dit exactement comme Gévaudan, et notamment il apparaît la première fois chez Adon dans son martyrologe, donc qui est rédigé au milieu du IXe siècle, et c'est un martyrologe qui a beaucoup circulé dans le Midi, et on y trouve la mention suivante, je cite, Saint Séverien dans la cité de Gévaudan, ou de Gabala, Saint Séverien évêque, homme d'une sainteté, d'une sagesse admirable. Évidemment, quand on a lu ça en Gévaudan, on s'est dit, on a un saint qui est mentionné dans les martyrologes, qui vient de chez nous, c'est Séverien, et on le pense quand même au moins depuis le XIIe siècle, puisque vous voyez qu'il est écrit dans ce calendrier. Alors Aldebert, qui est si prolixe, si bavard sur l'histoire de son diocèse, la redécouverte de ses reliques, n'en dit absolument rien dans les années 1170. Il est quand même dans ce calendrier du XIIe siècle. Est-ce que c'est lui qui l'a découvert? Est-ce que c'est lui qui est à l'origine de ce rapprochement? En vous le disant, c'est la première fois que je fais cette hypothèse. C'est pas non plus totalement absurde connaissant le personnage, j'oserais jamais l'écrire. Mais voilà, c'est peut-être dans cette ambiance-là aussi que ce lien a été fait. Et en fait, on connaît bien Séverien de Gabala en Syrie, et c'est en effet un homme de
Hadon nous dit un homme d'une sagesse admirable, et il est connu parce qu'il était lié à Saint Jean Chrysostome, qu'il avait envoyé prêcher à Constantinople à la fin du IVe siècle. Donc c'est vraiment un personnage tout à fait attesté. Et hélas, voilà le martyrologe du XIIe siècle, qui est là, conservé, il est mutilé, et la partie du mois de septembre ne s'y trouve pas. Donc en fait, on ne peut pas savoir s'il y avait déjà quelque chose, voilà, s'il y avait une marque, une note, ou si on avait déjà rapatrié au moment de la confection de ce document. Donc voilà, ça on ne le saura jamais. Bon, après il y a eu toute une sorte de... non, j'ai une dernière chose à vous dire. Le livre de Saint-Privat qu'on va voir là, ensuite, c'est un document qui est absolument exceptionnel, qui est un recueil de pièces hagiographiques, liturgiques et diplomatiques, qui ont pour point commun d'avoir toutes été copiées au milieu du XIVe siècle, sans aucune ornementation, pas comme dans les beaux manuscrits qu'on a habituellement, et je pense que c'est des copies qui ont été faites dans le cadre de ces procédures-là, pour justement investir ces textes et voir comment ils prouvent la puissance de l'évêque de Mans. C'est l'unique copie, alors pas de la Passion de Saint-Privat qui a été beaucoup diffusée, mais des miracles de la fin du XIe siècle et des miracles d'Aldebert du Tournel, qui sont des œuvres immenses. On aurait plus de documents, on n'aurait pas ces textes qui sont quand même exceptionnels pour documenter la situation du Gévaudan à la fin du XIe ou à la fin du XIIe. Donc c'est vraiment et d'une manière générale, on le sait pour les archives médiévales de l'évêque, hein, ce procès et ces procédures ont permis la copie de documents. Tous les plus anciens hommages à l'évêque qu'on a de la fin du XIe et du XIIe siècle, en fait c'est très peu de copies originales, c'est des copies qui ont été faites au XIVe siècle ou à la fin du XIIIe siècle dans le cadre de ces procédures. Et en fait ces procédures nous ont conservé l'histoire antérieure des évêques de Mons. Et ce type d'argumentaire, je les ai tous développés. Hein. On en a là jusqu'au XVe siècle. Hein, et enfin, je me suis arrêté au XVe siècle, donc je sais qu'il y en a au XVe siècle, mais on en a aussi après. Pour la petite histoire, la bête du Gévaudan, hein, l'année de son apparition, l'évêque et le chapitre, c'est les Lumières, quand même, décident de la suppression de Saint-Sévérien des listes épiscopales, parce qu'ils savent que cette histoire ne tient pas debout. Et c'est l'année où apparaît la bête, évidemment, l'abbé Pourchet, au XIXe siècle, quand il fait son opus sur la bête du Gévaudan, il insiste, il le dit bien que c'est une punition divine parce qu'on a supprimé le grand évêque fondateur du diocèse, contemporain du Christ, contemporain de Saint-Martial. Hein, vous voyez, ces légendes, elles ont été sans cesse investies, réinvesties vraiment dans le temps. Voilà ce que je voulais dire très rapidement, en balayant à grandes enjambées près de 1000 ans d'histoire autour de Saint-Privat, mais il y a aussi Hilaire qui est absolument passionnant, et tous les autres saints évêques du Midi aussi, hein, qui permettent de voir ces choses-là. Et il y a aussi tous ceux que j'ai négligés, tous les saints que j'ai négligés, qui ne sont pas des saints évêques, parce que vous voyez que l'enquête a été large, longue, mais je n'ai que les évêques. Qu'en est-il des saints moines, des ermites, des saintes femmes, etc. Bref, je dirais pour conclure, hein, que la littérature hagiographique et le culte des saints sont vraiment c'est une matière, hein, qui offre, me semble-t-il, une voie d'entrée tout à fait précieuse pour documenter la manière dont les sociétés médiévales ont perçu et ont utilisé leur propre passé, et donc c'est une manière aussi vraiment de comprendre ces sociétés. Voilà, je vous remercie, et j'ai mis en photo peut-être une des réalisations d'Aldebert aussi, c'est dans les lieux où on est, l'ancien palais épiscopal, avec encore ces vestiges romans, qui, voilà, tout à fait exceptionnels, et puis où il y avait les archives qui ont été conservées, et une partie a été détruite, hein. Mais pas les archives épiscopales, du coup, je crois pas. Non. Voilà, voilà, je vous remercie, la discussion est...